Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Messieurs, c'est à vous. Vous étiez pour la France le numéro 1 d'une négociation longue, technique, difficile avec l'Iran. Une de ces négociations exceptionnelles qui peut changer l'histoire. On va voir dans quel sens. Bienvenue Laurent Fabius. Merci. Bonjour, merci d'être là. Si cet accord de Lausanne mène à un accord total et définitif, a dit cette nuit Barack Obama, le monde sera plus en sécurité. Est-ce que vous partagez son optimisme ? Oui, notre position a toujours été de dire il faut un accord, mais l'accord ne peut être conclu que s'il est solide et vérifiable. Ce sont les termes qu'on a toujours utilisés avec le président de la République. Là, c'est une étape importante, très importante même, mais on n'est pas complètement au bout du chemin, et le bout du chemin, normalement, c'est la fin juin. Mais est-ce qu'il peut y avoir rupture d'ici au 30 juin ? Il est écrit dans ce qu'on a déjà signé, rien n'est acté tant que tout n'est pas acté. Ça veut dire que tout peut se produire encore ? Non, les choses vont dans le bon sens, il faut être clair. Mais, et puis j'espère qu'on va parler du contenu, c'est ça qui est intéressant. Mais il reste encore des choses à compléter. Alors, s'il y a accord le 30 juin, l'Iran des ayatollahs aura-t-il un jour la bombe atomique ? Non, c'est tout l'objet de l'accord. Comment on peut le résumer, l'accord ? L'énergie nucléaire civile, 100% oui. Vous avez toujours dit oui ? Bien sûr. La bombe atomique, non. Mais le problème, c'est que ce sont les mêmes machines qui permettent à la fois de créer de l'énergie nucléaire civile et la bombe atomique. Donc, il faut bien proportionner les choses. C'est la raison pour laquelle, un élément très important de l'accord, c'est la réduction du nombre des machines qu'on appelle des centrifugeuses, qui permettent d'enrichir l'uranium. Il y en avait des milliers, il y en aura beaucoup moins. Alors, soyons précis, il y avait sur le sol iranien 19 000 machines. Il y en aura un peu plus de 6 000, et pour les machines en fonctionnement, il y en avait 9 200, il y en aura 5 060, je suis précis, donc c'est beaucoup moins. Et puis un deuxième aspect, c'est que si on veut aller vers le nucléaire civil, il n'y a pas besoin d'enrichir très fortement l'uranium, tandis que si on veut aller vers le nucléaire militaire, il faut l'enrichir fortement. Et donc, nous avons déjà conclu des éléments qui disent... Jusqu'à présent, l'Iran avait 8 000 kilos d'uranium à sa disposition. Là, il n'en aura plus que 300 kilos, ça n'a donc rien à voir, et il ne pourra enrichir cet uranium qu'à hauteur de 3,65%, alors qu'auparavant c'était 20%. Donc vous voyez bien que ces éléments précis, c'est très complexe comme négociation. Donc Lausanne, ça a été un progrès, bien sûr. Et il y a eu du solide et du consistance. Le sujet est d'une complexité technique inouïe. Quelle est la durée de l'accord ? Alors il y a plusieurs durées. La durée minimum, je dirais, enfin l'élément de base, c'est 10 ans, mais il y a des étapes. Certains engagements sont jusqu'à 13 ans, d'autres jusqu'à 15 ans, d'autres jusqu'à 25 ans. Quand on a dit que la France était prudente, Laurent Fabius, est-ce que ça voulait dire que non, je vais vous arrêter. La France, elle est ferme, depuis le début. Je vais vous donner une anecdote, d'ailleurs. Cet accord, bon, ça fait longtemps qu'on en discute, et en ce qui me concerne, en ce qui concerne le gouvernement, l'échéance précédente, c'était en octobre-novembre 2013. Et à l'époque, on a signé un premier accord, qui s'est appelé un accord provisoire. Et maintenant, c'est connu, donc je peux revenir là sur cet épisode. Les Américains et les Iraniens nous avaient proposé un texte. Et après en avoir parlé avec le président de la République, j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non ? J'ai dit non parce que le texte n'était pas solide. En particulier, il n'apportait pas de garantie sur un réacteur qu'on appelle le réacteur d'Arak et sur l'enrichissement de l'uranium. Et vous étiez seul à ce moment-là ? Oui. Et alors évidemment, c'était un peu difficile. L'Iranien a dit si c'est comme ça, je reviens chez moi. Bon. Et puis, on a regardé avec mes collègues, puisque nous sommes 6, les grands pays, le contenu. Et finalement, il y a eu même un épisode assez amusant. L'Iranien dit si c'est comme ça, je démissionne, je rentre chez moi, c'est pas possible, etc. Et mon collègue chinois a dit si j'étais vous, je me rasserais. Et c'est rassis. Bon, mais donc la France n'est pas seule. Donc à l'époque, on peut imaginer il y a eu un accord, un premier accord qui a été signé, mais qui était solide, plus solide que ce qui était envisagé. Et depuis, si vous voulez, la France est regardée d'une manière particulière parce qu'on sait que nous voulons l'accord, mais sur une base ferme. Pourquoi ? Pas du tout parce qu'on aurait quelque chose contre les Iraniens. Mais là, je vais au fond de la question, Jean-Pierre Elkabbach. Si cet accord n'est pas vraiment solide, ça veut dire que l'Iran pourra avoir la bombe. Bon, et ça, c'est inacceptable. Mais si cet accord n'est pas perçu comme solide, ça veut dire que les pays de la région, je
je pense à l'Arabie Saoudite, on peut penser à Pays du l'Égypte, Golfe, à la Turquie, etc., diront, oui, peut-être qu'ils ont signé, mais c'est pas solide, donc nous-mêmes, on va s'équiper nucléairement. Et à ce moment-là, ce sera la prolifération nucléaire, et ce sera très dangereux pour tout le monde. Mais déjà, donc la nécessité objective, c'est que l'accord soit solide. Mais déjà, on renforce l'Iran, puissant chiite dans la région. Ben, on la renforce pas. Donc on sait que c'est regardé d'un mauvais œil, comme vous l'avez dit, dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite et oui, dans d'autres si pays. Si vraiment on arrive, qui est l'objectif, et on a fait un pas dans cette direction, à ce que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire, c'est positif pour tout le monde, y compris pour ces pays-là. Simplement, la contrepartie, c'est que c'est la question des sanctions. L'Iran dit, à ce moment-là, il faut lever les sanctions. Au fond, pour qui c'est une mauvaise nouvelle, Lausanne? Ah, pour personne. À mon avis, pour personne. Même pas pour les Israéliens? Non, les Israéliens disent il ne faut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, parce qu'à ce moment-là, on risquerait d'être menacé. Et vous leur dites ce matin, tout à fait si l'accord a lieu, ils n'auront pas l'arme nucléaire. Bien sûr. Oui. Et je complète en disant, s'il n'y a absolument aucun accord, à ce moment-là, les Iraniens peuvent dire, nous sommes déliés de toute obligation, nous allons faire ce que on nous prête comme intention de faire. Le président Hassan Rouhani s'est toujours engagé à ne pas avoir la bombe atomique. Oui. Les dirigeants religieux à Téhéran et en Iran sont divisés entre réformateurs et durs. Est-ce que vous leur faites confiance ce matin ? Nous prenons toutes les dispositions pour être sûrs que l'accord que nous pourrions signer soit respecté. Mais vous avez noté, et je pense que c'est réel, c'est pas quelque chose de fabriqué, qu'il y a eu beaucoup de réactions positives dans la rue iranienne. Ça veut dire que les Iraniens, le peuple iranien, notamment la jeunesse, attend quelque chose et il faut en tenir compte. Vous leur dites, vous avez raison, aux jeunes Iraniens qui manifestent et qui attendent les réformes et l'ouverture. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'on se mêle de ce qui se passe en Iran, mais en revanche, qu'ils souhaitent avoir plus de possibilités sur le plan économique, c'est tout à fait compréhensible. Alors, quel est le calendrier, Laurent Fabius, de la levée des sanctions qui frappent depuis 9 ans l'économie et la société iranienne ? C'est un point qu'on n'a pas encore tout à fait réglé. Il y a notamment ce point qui est très compliqué, parce que les Iraniens disent, bon, écoutez, si on fait un accord, il faut que vous leviez les sanctions. Il y a plusieurs sanctions. Il y a des sanctions de type Nations Unies, des sanctions économiques, Europe et États-Unis. Et ils disent il faudrait le lever tout de suite. Nous disons il faut le lever au fur et à mesure que vous respecterez vos engagements. Et si vous ne respectiez pas vos engagements, évidemment, on reviendrait à la situation précédente, ce qu'on appelle le snapback. Et là-dessus, il n'y a pas encore un accord. Mais s'il y a un début de levée des sanctions, elles porteront sur quoi ? Sur le pétrole, sur les banques ? Parce qu'on dit que dès le début de la levée des sanctions, l'Iran bénéficiera d'une sorte de matelas ou de trésor de 150 ou 200 milliards de dollars. C'est vrai, ça renforce sa puissance. L'évaluation qui a été faite de la totalité de ce que représenterait la levée des sanctions économiques, c'est effectivement 150 milliards, ce qui fait beaucoup, beaucoup d'argent, de dollars. Mais c'est soumis à toute une série de conditions, et il n'y a pas simplement les sanctions économiques, il y a aussi les sanctions en matière d'armes et dans d'autres domaines. Et ce point-là n'a pas encore été complètement conclu, et c'est pas le plus facile. Est-ce que vous dites à M. Netanyahou, qui téléphonait cette nuit à Obama, vous pouvez vous rassurer ? Non, nous avons des contacts, bien sûr, avec tous les pays, y compris, bien sûr, avec Israël. Ils connaissent nos positions, et je sais qu'ils ont, à beaucoup de reprises, salué la fermeté de la France. Vous n'avez pas cédé. Vous avez obtenu des garanties, mais Laurent Fabius, au nom de la France, n'a pas cédé pour dire oui, parce qu'il y avait une pression des Américains, des Iraniens. Non, vous savez, la France, je le redis très souvent, et le président de la République aussi, c'est une puissance indépendante. Et nous nous situons par rapport à l'objectif de la sécurité et de la paix, c'est ça qui nous détermine. Est-ce qu'à la fin de cette année, François Hollande ou vous jugerez utile d'aller à Téhéran, comme Barack Obama en a envie ? Si les choses sont signées comme elles doivent l'être, bien évidemment, ce sera un voyage très important. Que vous ferez l'un et l'autre, ou l'un après l'autre. Je ne peux pas m'engager pour le président de la République, mais comme il doit vous écouter, il va peut-être marquer ça sur ton agenda. Non, il se décide tout seul et il le fait très bien. Non, mais c'est un pays magnifique, un grand pays. La civilisation perse est une civilisation magnifique. Simplement, il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même, là, depuis une quinzaine d'années, un arriéré assez lourd. J'espère qu'on va pouvoir aller dans le bon sens. Et qui va signer, d'ailleurs, le 30 juin ? Ce qu'on appelle le plénipotentiaire, celui qui a négocié. Vous. S'il y a accord à partir de juillet, est-ce que vous encouragerez les entreprises françaises à aller conquérir à leur tour le marché iranien ? Bien sûr.
Je veux, comme vous dites, qui a signé, je veux rendre hommage vraiment à mon équipe qui est extraordinaire, qui est reconnue comme extraordinaire, à la fois des gens du Quai d'Orsay, des gens du CEA. Vraiment, on n'aurait pas pu faire tout ce travail pour le nom de la France sans eux. On pourrait parler de beaucoup de sujets avec vous, mais à l'extérieur, la France peut donc faire réussir ou échouer une négociation et elle est respectée. Pourquoi à l'intérieur elle se morcelle en camp adverse, elle s'affaiblit, elle est incapable de se réformer pour plus de croissance et d'emploi. Pourquoi D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats des élections? Allez. J'ai suivi ça comme tout le monde, même si j'ai voté par procuration, j'étais pas là. J'en tirais simplement une conclusion évidente, c'est que quand la gauche se fracture, elle paye la facture. Elle est en train de la payer ou elle la paye durement? Vous avez vu les résultats, comme moi. Et vous avez toujours été dur avec le Front National. Jean-Marie Le Pen vient de récidiver sur les chambres à gaz, détails de l'histoire de la guerre. Certes, c'est à la justice une nouvelle fois de lui régler son compte, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai entendu ces déclarations. Je dirais simplement que je crois que c'est le président d'honneur du Front National. C'est une conception étrange de l'honneur. Et une dernière question qui vient un peu à tout le monde. Comment on vérifie si l'accord est appliqué? Parce qu'on dit des sanctions, elles seront automatiques, pas automatiques, on va voir. Mais les contrôles auront lieu automatiquement. Oui, l'AIEA... Ou quand vous avez des doutes. Ils pourront avoir lieu automatiquement et à tout moment, et en particulier par l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est un point central. Nous souhaitons vraiment cet accord au nom de la paix et de la sécurité internationale, mais il doit être solide et vérifié. On vous regarde tous, on a été passionnés par ce que vous avez raconté. Est-ce que François Hollande, puisque vous en avez parlé cette nuit, vous croyez vraiment à cet accord? Et vous le voulez? On le souhaite, mais dans les conditions que j'ai dites. Merci Laurent Fabius d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve dimanche matin. Oui Jean-Pierre. Non, simplement, merci à Laurent Fabius parce que dans une demi-heure, vous prenez l'avion pour la Pologne. Exact. Pour la Pologne. Et dimanche, vous ne prenez pas l'avion, vous, puisque vous serez là pour accueillir Thierry Solaire, député UMP des Hauts-de-Seine, qui est aussi l'organisateur des primaires à l'UMP. Il sera à partir de 10h l'invité du grand rendez-vous iTélé Europe 1 Le Monde.